Situation sécuritaire au Burkina, les députés ont adopté en séance plénière un projet de loi relatif à la situation nationale. Voté à l'unanimité, cette loi vise à adapter davantage la réponse du gouvernement aux défis sécuritaires actuels du Burkina. Plus de détails sur cette nouvelle politique de sécurité à suivre dans un instant. Liberté d'expression et de la presse dans un contexte de crise, un dialogue entre burkinabés, c'est le thème qui a réuni ce mardi plusieurs acteurs de l'espace civique burkinabé. C'est une table ronde organisée en marge de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Mali, après l'annonce du 18 juin pour le référendum, des associations islamiques s'opposent à l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Les explications du coordonnateur général de la coordination anti-laïcité à suivre également dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous suivre. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambella est à Caracas au Venezuela depuis hier. Il y séjourne dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international par une délégation gouvernementale du Venezuela. Durant son séjour, le chef du gouvernement va rencontrer plusieurs responsables de ce pays, dont des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Ensemble, ils parleront coopération entre les deux pays dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, la santé et la culture. Suite de cette édition, le Burkina Faso se dote d'une nouvelle politique de sécurité nationale pour lutter efficacement contre le terrorisme. Réunis en séance plénière hier, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi relatif à la situation nationale. L'objectif est d'adapter la stratégie de sécurité intérieure aux défis sécuritaires du moment. Plus de détails avec Abdourahmien. La loi portant sécurité nationale est ainsi adoptée par l'Assemblée législative de transition ALT, un texte de 70 articles qui prend en compte les politiques de sécurité et de défense nationale. Cette loi vient rompre avec l'ancienne conception sectorielle de la sécurité pour une approche holistique. Pour Pawende Edouard Savadogo, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, cette loi constitue un nouveau paradigme adapté au contexte actuel de sécurité. Le projet de loi relatif à la sécurité nationale prend en compte la nécessité de rompre avec la conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité pour s'inscrire dans une vision et une orientation stratégique fondée sur une construction de l'action publique sur la base d'un processus participatif et inclusif. Les étapes ultimes de ce vaste chantier de réforme du secteur de la sécurité consistent à élaborer une politique de sécurité nationale et une stratégie de sécurité nationale. De manière concrète, tout citoyen a une part de responsabilité dans la sécurisation du pays qu'il doit assumer. Pour le ministre en charge de la sécurité, le colonel Boukare Zungrana, les structures privées de sécurité sont appelées à apporter leur contribution. Nous savons que la sécurité c'est un secteur régalien de l'État, mais l'État a concédé, a permis au privé de pouvoir prendre part à cette sécurisation parce qu'il y a les effectifs qui ne suffisent pas, il y a essentiellement les effectifs qui ne suffisent pas, on n'en a jamais suffisamment assez, mais leur action s'inscrit beaucoup plus dans la prévention parce que les sociétés privées qui sont là, qui gardent les entreprises ou les domiciles, ça permet au moins rapidement de signaler qu'on a telle ou telle situation. Et parce qu'il y a certains qui ne sont même pas armés, donc vous comprenez avec moi que c'est de la prévention. Et il y a d'autres par contre qui sont armés, donc qui peuvent apporter une première réponse. Le ministre en charge de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, s'est félicité pour l'adoption de cette loi. Pour lui, cette loi portant sécurité nationale est inspirée des réalités du terrain, donc adaptée au contexte actuel.
Dans la même dynamique, la Fédération des syndicats des personnels des Parlements veut apporter elle aussi sa contribution à la lutte contre l'insécurité en Afrique. Les syndicats se sont donc réunis ici à Ouagadougou à la faveur de leur 3e congrès pour réfléchir à des solutions pertinentes à même de juguler la crise. Sont présentes à ce congrès les délégations du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal. Le compte-rendu est signé Amadou Bourema avec la voix de Mamidriana Kamabou. Contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. C'est sur ce thème que se tient le 3e congrès de la Fédération des syndicats de personnel des parlements africains. Pour le député Ousmane Diallo, représentant le président de l'Assemblée législative de transition, le Burkina Faso, en acceptant d'être l'hôte de ce congrès, nourrit l'espoir que de ces travaux sortiront des recommandations à même de permettre aux travailleurs des parlementaires africains de bien remplir leur mission au quotidien. Ce que l'Assemblée attend de ce thème très évocateur, parce que comme vous l'avez tous suivi, ils traiteront des différents conflits en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, les différentes thématiques qu'ils auront à développer seront un tremplin, une base pour tout député des assemblées qu'ils représentent. Comme vous le savez, c'est la cheville ouvrière des députés, c'est la cheville ouvrière des différentes assemblées qui se rencontrent ici au Burkina aujourd'hui. Ce congrès de la Fédération des syndicats des personnels de parlements africains se tient dans un contexte particulier où bon nombre de pays africains sont confrontés à des crises. Cette rencontre entend alors formuler des solutions pertinentes à même de résoudre la crise sécuritaire, a laissé entendre Albert Kambiré, secrétaire général adjoint de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. En tant qu'acteur qui travaille au quotidien, aux côtés donc des législateurs, nous avons voulu interroger notre rôle. Effectivement, comment, en tant qu'organisation syndicale, nous pouvons effectivement agir au regard de nos attributions diverses, donc pour apporter notre pierre dans cette lutte contre le phénomène terroriste. Évidemment, nous allons dégager des pistes de réflexion en fonction donc de ce que nous avons comme mission au sein des assemblées, pour voir un peu comment, en tout cas, nous allons juguler ce phénomène-là en termes de propositions, en termes de recommandations donc, auprès donc, des législateurs qui sont d'ailleurs donc, nos patrons. Ce congrès qui se tient durant 3 jours connaît la participation des délégations venues de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Philippe Coutognon, contrôleur général d'État, a rendu ce 9 mai sa démission à la tête de l'autorité supérieure d'État et de lutte contre la corruption. Après un an de gestion, que retenir de l'homme? Pour en savoir, nous avons approché le secrétaire exécutif du RENLAC, celui-là qui a travaillé en collaboration avec ce dernier. Sagado Nakanabo apprécie plusieurs actions menées par Coutognon. Cependant, il estime que cette démission ne doit pas impacter le fonctionnement de l'institution. Il revient également sur les défis qui restent à relever et propose déjà le portrait du futur contrôleur général d'État. C'est un reportage signé Chantal Somé et Abdou Remiené. Pour avoir travaillé en étroite collaboration avec l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption AECLC, le secrétaire exécutif du RENLAC dit n'avoir eu qu'une petite expérience avec le contrôleur général d'État qui vient de rendre sa démission. Recruté pour 5 ans, il démissionne après seulement 1 an passé à la tête de l'institution chargée du contrôle de l'administration publique. Un manque à gagner selon Sagado Nakanabo, mais pour qui connaît l'institution, cette démission ne va pas impacter le fonctionnement de l'AECLC. Il s'agira d'appliquer les statuts, de faire en sorte que M. Nion puisse avoir un intérimaire, et je pense que les textes prévoient que c'est son adjoint qui devrait le faire, et si en plus qu'il devient intérimaire, les dispositions sont prises pour qu'il puisse être ordonnateur des dépenses et du budget d'une façon générale. Tout va reprendre dans l'ordre et sans même normalement qu'on ne sente que M. Nion est parti, ça devrait donc continuer. L'audit de la présidence du FASO, de la primature et de l'Assemblée nationale sont des acquis à mettre à l'actif de Philippe Nion, selon le secrétaire exécutif du RENLAC.
Il laisse cependant plusieurs défis à relever. L'un de ces défis, en tout cas, c'est de pouvoir s'étoffer en personnel qualifié et suffisant en quantité pour faire le travail. Ensuite, le défi institutionnel, c'est que l'ASE est conçue pour être une institution indépendante. Et ça, c'est constant et ça doit être quotidien. Il faut veiller à l'indépendance de l'ASE parce que dès que ce défi-là n'est pas relevé, tout le reste s'écroule. Il faut qu'elle soit indépendante, qu'elle veille à être indépendante de tout pouvoir, quel que soit le pouvoir qui va venir. Et sa crédibilité y dépend. Si Philippe Nyon avait mis en garde ses collaborateurs contre l'intervention des politiques, c'est parce qu'il souhaite que son successeur soit à équidistance des manœuvres politiques, explique Sagado Nakanabo. Parce qu'on ne peut pas gérer l'ASE, être premier responsable de l'ASE-LC et puis ne pas vouloir que le pouvoir politique fasse pression sur lui. Ça, ce n'est pas possible. Celui qui sait qu'il ne peut pas supporter des pressions, ce n'est pas la peine qu'il aille prétendre être contrôleur général d'État. Pour moi, c'est de bonne guerre pour ceux qui prennent le pouvoir de chercher donc à influencer la SELC. Et tout naturellement, le contrôleur général d'État doit veiller à faire face honorablement à ces pressions-là et à conduire sa barque avec dignité et sans vaciller. Sagado Nakanabo poursuit qu'à l'issue du processus de recrutement, le remplaçant de Philippe Nyon doit, en plus des qualités de contrôleur, être au-dessus de la mêlée. Car pour lui, le politique tentera toujours d'intervenir dans les activités de l'institution, alors qu'un contrôleur doit être indépendant. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Haut Commissariat des Nations Unies et le ministère de la Justice et des Droits humains du Burkina ont organisé ce mardi une table ronde autour du thème « Liberté d'expression et de la presse » dans un contexte de crise. Fatima Tani-Kiema y a pris part et elle nous fait le point. Professionnels des médias, organisations de la société civile, organisations non gouvernementales, agents du ministère de la Justice et des Droits humains et ceux du ministère de la Sécurité étaient autour d'une même table ce 9 mai. Objectif, discuter sur la liberté d'expression et de la presse dans ce contexte de crise où des acteurs de l'espace civique sont victimes de menaces et de restrictions de leurs droits. Zeynab Hamza Diaby, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, espère que ce dialogue permettra aux parties prenantes de se comprendre. La liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique permettent non seulement aux citoyens d'exprimer et de résoudre leurs griefs par des moyens pacifiques, mais elles permettent aussi d'instaurer une confiance plus profonde et plus large entre les gouvernants et les gouvernés. À l'inverse, toute restriction de l'espace civique exacerbe le sentiment d'exclusion, entrave les efforts de construction d'une paix durable et jette à nouveau les bases de l'instabilité du conflit. La ministre en charge des droits humains dit être consciente de l'importance de la protection des droits humains à travers la préservation de la liberté d'expression et de la presse. Selon Bibatane Biowedraogo, le gouvernement travaille à la préservation de cet acquis. En dépit du contexte sécuritaire difficile, le gouvernement reste conscient de l'importance de la liberté d'expression dans la préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale, qui sont des conditions indispensables pour la consolidation des acquis des actions opérationnelles de lutte contre le terrorisme d'une part et de raffermissement plutôt des conditions de développement économique et social du pays d'autre part. C'est pourquoi il reste engagé à préserver les conditions de son exercice à tous, sans discrimination quelconque, telle qu'elle est encadrée par les lois et règlements en vigueur au Burkina Faso. Les participants qui ont profité de ce cadre pour partager leur expérience disent être satisfaits des échanges et des communications. Pour le docteur Syriac Paré, cette table ronde a permis de mettre à nu les difficultés rencontrées par les professionnels des médias, les journalistes et des acteurs de la société civile, chose qui a permis de formuler des recommandations. Par exemple, en matière d'application des textes qui existent, peut-être de poursuite en justice des auteurs de menaces contre
les journalistes, d'un meilleur environnement économique pour les hommes de presse à travers l'application de la convention collective. Je pense que ce sont des recommandations qui sont à poursuivre pour espérer leur mise en œuvre et garantir de meilleures conditions d'expression de la liberté de la presse à travers donc de meilleures conditions d'exercice des professionnels de l'information. Notons que cette table ronde a été organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère en charge des droits humains. Elle entre dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La délégation de l'Union européenne au Burkina a célébré ce 9 mai la fête de l'Europe. Cette journée est célébrée en souvenir du discours prononcé le 9 mai 1950 par des pères fondateurs de l'Europe d'aujourd'hui. C'est le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina qui a présidé la cérémonie en présence bien sûr des autorités burkinabées. Retour sur l'ambiance avec Mamidriana Kamabou. Voilà. C'est une soirée festive, des rencontres entre les autorités administratives burkinabées et ses partenaires. Pour démarrer cette soirée, deux hymnes, celui du Burkina Faso et de l'Union européenne, ont été entonnés. Cette soirée consacrée à la célébration de la journée de l'Union européenne a été l'occasion pour les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, représentés par l'ambassadeur de l'Union européenne, Wolfram Vetter, de parler de la coopération. Pour Wolfram Vetter, l'engagement de l'Union européenne aux côtés du Burkina Faso est et restera sans faille. Nous sommes à côté du Burkina Faso, nous avons la volonté, mais nous avons aussi quelques moyens d'accompagner le Burkina Faso dans cette phase difficile. Sur plusieurs volets, c'est le développement, c'est aussi l'humanitaire, mais c'est aussi la sécurité et la défense. Mais ça ne suffit pas, voilà, on fait un effort, mais ça ne suffit pas. C'est d'abord, évidemment, le Burkina, sont aussi les autres partenaires qui doivent ensemble essayer de guider le Burkina dans un meilleur avenir. Cette coopération qui existe depuis plus de 60 ans est positivement saluée par les autorités burkinabées qui appellent tout de même à la préservation des acquis engrangés. Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a laissé entendre que la lutte contre le terrorisme passe aussi par la préservation de ses acquis. On nous a souvent dit que c'est une lutte asymétrique et je pense que nous devons aussi apporter une réponse asymétrique en termes de développement. Et ça, c'est un appel que je lance à l'ensemble des partenaires pour que ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions inverser la tendance en apportant un soutien suffisant pour permettre aux populations de pouvoir s'installer et de travailler durablement. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai de chaque année dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. 9 États membres de l'Union européenne sont présents au Burkina Faso. Il s'agit de l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. La ville de Manga, dans le centre-sud, a abrité hier également la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En plus des activités commémoratives, les acteurs de la Croix-Rouge ont apporté des vivres à une centaine de ménages vulnérables. Des centres de santé de la région ont également bénéficié d'un appui financier. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Nous faisons tout avec le cœur ». Alexis Wenkouni Belemnaba, de retour de Manga. Ils sont 100 ménages, dont 70 déplacés internes et 30 des couches vulnérables de la cité de l'Épervier à bénéficier du soutien en vivres et des vêtements. Le geste est de la Croix-Rouge Burkina Faso qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la date anniversaire du cofondateur du mouvement international, Henri Dumas. Une commémoration pour matérialiser l'unicité et l'unité de ce mouvement, mais aussi pour célébrer l'esprit humanitaire et rendre hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. La Croix-Rouge fonctionne sur la base des principes fondamentaux. Et le tout premier principe fondamental, c'est le principe d'humanité. Ce principe est un principe qui invite à la solidarité, à l'entraide et à la compassion. Et tout ce que nous devons faire doit se faire
avec le cœur. Parce que nous intervenons pour des êtres humains qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un réconfort moral. Et si nous faisons tout avec le cœur, cela va leur permettre déjà d'être soulagés sur le plan moral avant que nous puissions leur apporter une assistance matérielle. Pour cette édition 2023, conformément à l'esprit de délocalisation, c'est le Zunduego qui a accueilli cet événement. C'est en tenant compte du contexte national marqué par des déplacements internes de près de 2 millions de personnes. Manga, qui accueille la commémoration de cette journée de la Croix-Rouge, enregistre près de 5000 déplacés internes. Ce choix de la région du centre-sud traduit la sympathie et le confort des personnes qui sont dans le besoin, selon le secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabé. Et c'est avec joie que les bénéficiaires reçoivent ce don. Nous sommes des démunis, on ne connaît pas comment faire. S'ils ont pensé à nous, on les remercie beaucoup à ce jour. On remercie tous les participants et les volontaires et toutes les autorités ici présentes. On a eu du riz, on a eu du sucre, on a eu du sel, on a eu de l'huile et des vêtements. Voilà, on les remercie beaucoup. Le CSPS de Kayibo n'a pas été oublié, un centre de formation sanitaire qui accueille un grand nombre de déplacés internes. C'est un chèque d'1 million de francs CFA remis à la formation sanitaire, dont le but est de contribuer au paiement des médicaments au profit de ces personnes vulnérables. Il s'agit du CSPS de Kayibo Centre, en tout cas qui a tout un peu comme un petit village à côté, et qui a été mis en place presque du fait des déplacés. Et ce sont ces personnes-là que nous allons utiliser ce chèque-là, acquérir des médicaments au niveau de la CAMEC, pouvoir les appuyer en matière de soins. Il faut dire que les difficultés ne manquent pas, même si la zone semble être calme. Il y a des déplacés. Seulement ici, les déplacés ne sont pas réunis dans des camps, de telle sorte que ce n'est pas très visible comme ça. Mais au fond, il y a beaucoup de déplacés et les mêmes difficultés qu'il y a ailleurs. Nous les connaissons également. Une collecte de poches de sang est également initiée pour pallier le manque de sang dans les différents centres hospitaliers. Ces mêmes élans de solidarité et de gestes d'humanisme seront posés dans les différents comités de la Croix-Rouge repartis dans les 45 provinces du pays. Au Mali, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko demande le retrait du mot laïcité du projet de loi fondamentale. La coordination menace même de voter contre si le gouvernement ne prend pas en compte sa préoccupation. Le coordonnateur général de la coordination anti-laïcité, Youssouf Diawara, donne des explications et c'est dans ce téléma signé Maxime Jean de Bambara. Alors qu'un référendum constitutionnel est prévu le 18 juin prochain au Mali, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko demande le retrait du mot laïcité du projet de loi fondamentale. Selon le coordinateur général de la coordination Youssouf Daba Diawara, joint au téléphone, le gouvernement ne pourra pas compter sur le soutien de la Ligue malienne des imams et érudits islamiques dénommée l'imama tant que le terme laïcité demeurera dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. On a vu que la campagne référendaire sera ouverte le 2 juin et le rôle de la l'imama sera très clair, c'est de demander à voter non si toujours la laïcité est maintenue dans la nouvelle constitution. Donc on donne le temps au gouvernement de revoir si avant la date butoir, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'évolution, la l'imama appellera à voter contre. Parce que lors de la dernière conférence de presse, la Ligue et ses partenaires ont été clairs. On a demandé au gouvernement de revoir l'avant-projet, d'enlever catégoriquement la laïcité dans la Constitution. Donc je pense que c'est très clair. Selon ce dernier, la laïcité telle que prônée dans la nouvelle Constitution est en déphasage avec les réalités du peuple malien. Pour lui, un État laïque est différent d'un État multiconfessionnel. Faire la différence entre un pays laïque et un pays multiconfessionnel est très simple pour nous. Un pays laïque est un pays qui écarte de la gestion de l'organisation de l'État toutes les religions, c'est-à-dire Dieu, alors qu'un pays multiconfessionnel est un pays qui prend en compte toutes les religions dans la gestion et l'organisation de l'État. Et aujourd'hui, force est de constater que les Maliens à 100% sont des religieux.
parce qu'il y a la religion chrétienne qui est là, il y a la religion musulmane qui est là, et il y a les animistes qui sont considérés comme une religion aussi. Donc nous pensons que si nous voulons faire le Mali Koura, refonder un nouveau Mali, nous pensons que nos autorités doivent tenir compte de l'aspiration profonde du peuple malien. Il ne saurait y avoir, à l'en croire, une vraie refondation possible du Mali à 90% musulmans sans référence à Dieu. Dans ce bras de fer, le gouvernement entend organiser par anticipation le 11 juin le vote des forces armées maliennes. Mais pour Youssouf Daba Diawara, cette formule n'est pas la bonne. Parce que nous voyons aujourd'hui que le Mali est en crise et que les militaires sont un peu partout éparpillés sur le territoire national et que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir superviser comme il faut l'élection qui va se dérouler le 11. On est sûr que ça va se passer peut-être dans les casernes, dans les camps, mais qui sera là-bas pour pouvoir superviser? Normalement, il doit y avoir des envoyés, des représentants de la société civile, des partis politiques, de tout le monde pour pouvoir vérifier et superviser le vote des militaires. Aujourd'hui, les conditions ne s'y prêtent pas. Donc nous pensons que vouloir anticiper l'élection des militaires au 11 n'est pas une bonne chose et on est sûr que la crédibilité de leur vote sera mise en cause. C'est le samedi 6 mai dernier que les responsables du Front anti-laïcité composé d'une vingtaine d'associations islamiques a animé une conférence de presse à Bamako pour demander le retrait du mot laïcité dans le nouveau projet de constitution 24 heures après l'annonce de la date du référendum. Du côté du Sénégal, la coalition de l'opposition appelle à manifester en soutien à Ousmane Sonko. Elle a organisé des rassemblements ce matin à Dakar pour dire non à la menace d'écarter Ousmane Sonko aux élections présidentielles. La coalition de l'opposition sénégalaise est convaincue que la condamnation d'Ousmane Sonko en appel pour diffamation est un complot du gouvernement visant à faire échouer sa candidature. Regardez. La coalition de l'opposition sénégalaise F24 a déclaré mardi qu'elle organiserait des rassemblements face à la menace d'interdire à Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle après sa condamnation en appel pour diffamation. Son élimination éventuelle modifierait considérablement la compétition et pourrait entraîner des violences de la part de ses partisans. Nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation en fait de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Des tensions politiques ont également été attisées par le refus du président Macky Sall d'exclure la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel, ce qui selon ses opposants serait anticonstitutionnel. Macky Sall a fait ses sondages et il sait qu'il ne peut plus diriger ce pays. Il ne veut briller un troisième quinquennat que pour continuer à faire souffrir le peuple sénégalais. Et pour ce faire, il veut écarter tous les leaders qui pourraient le gêner dans sa tentative de prise de pouvoir. Aujourd'hui, il s'en prend à Ousmane Sonko, mais nous devons savoir qu'il nous a tous dans le collimateur. Ousmane Sonko n'a fait aucune déclaration publique depuis lundi. Il affirme être victime d'un complot du gouvernement visant à faire échouer sa candidature. Voilà, on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.